Véronique Olmy est écrivaine, autrice de romans et de pièces de théâtre, scénariste et comédienne. On lui doit des livres tels que Bord de mer, Cet été-là, Bakita. Mercredi 29 juin 2022, à l'invitation du festival Le Marathon des mots, Véronique Olmy présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son dernier livre, Le Gosse, paru chez Albin Michel. Bonjour à tous et merci d'être toujours nombreux pour les rencontres du Marathon des mots. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Véronique Olmy pour son dernier ouvrage qui s'appelle Le Gosse chez Albin Michel. Véronique, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire un peu de quoi parle votre livre, pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans la salle? Alors déjà, bonjour. Comme je suis d'un naturel angoissé, je me suis dit à 11h du matin, il n'y aura personne. Voilà, parce que c'est un moment... Et puis alors, merci d'être là. Le Gosse, c'est parti d'une obsession de ma part, souvent chez les romanciers, pour oser écrire un roman, il faut être pas mal tenu par un sujet, qui était les bagnes pour enfants. Et moi, j'ai une question qui me taraude, que j'avais un peu explorée, enfin même beaucoup dans Bakita. C'est comment les gens qui traversent des épreuves terribles, certaines personnes, moi, me font toute mon admiration parce qu'elles gardent un amour de la vie, sans esprit de revanche, sans esprit de victimisation, même si elles sont victimes. Et c'est une lumière. Voilà. Pour moi, ces gens-là, ce sont des étoiles filantes. Et donc, je me suis penchée sur la trajectoire pendant 10 ans, même un peu plus, de ses 7 ans à ses 18 ans, d'un jeune petit gars, petit Titi parisien dans le Paris de l'après-Première Guerre mondiale, ou dans les faubourgs de la Bastille. La trajectoire d'un enfant qui va être pris dans ce système qu'on n'appelait pas à l'époque l'aide sociale à l'enfance, ni même la DAS, mais l'assistance publique. Et donc ce système de l'assistance publique qui était que l'État-providence prenait en charge un enfant. Au départ, ça peut être fort louable, sauf que ce système, c'est un peu comme les cercles de l'enfer. Mais ce qui m'intéressait, c'était, à travers cette exploitation-là, de voir comment mon Joseph allait s'en sortir, trouver la lumière, trouver la vie et vaincre. Alors, est-ce que donc j'ai proposé à Véronique de nous lire peut-être un passage de son livre, voilà, pour vous plonger directement dans l'atmosphère. Alors, c'est un passage que j'ai jamais lu, que je viens de décider là maintenant. Alors, je l'ai quand même écrit, donc c'est que je l'ai trouvé potable. Colette, c'est le nom de sa maman, c'est presque le début du roman. Colette va danser rue de Lappe tous les dimanches. Parfois aussi le soir, dans les bals musettes et les cabarets qui ont fleuri après-guerre. Elle a sans cesse les pieds qui battent la mesure d'une musique qu'on n'entend pas toujours. Et elle envoie enfin à Joseph de vrais clins d'œil complices. Il n'ose pas lui demander quand elle lui présentera cet homme, cet Augustin. Et de plus en plus, il a peur que les autres parlent d'elle avec des mots qui ne lui iraient pas. Mauvaise fille, mauvaise vie, mauvaise fréquentation. Mais cela n'arrive pas, et l'insouciance reprend ses droits. Après l'école, il traîne avec Jacques et Eugène, joue avec eux au ballon dans l'impasse Carrière-Minguet, fait les commissions et rentre s'occuper de la grand-mère. Les beaux jours arrivent et on lui installe une chaise dans la cour, avec Marthe, Jeanne, Émile et son perroquet. Elle est bien, c'est une compagnie de son âge. Et quand elle s'inquiète de ne pas voir ses fils rentrer, personne ne la contredit. Le chagrin fait faire de ces choses, on le sait. Tous trois chantent des chansons anciennes, il est gêné. Quand la grand-mère chante « Va, passe ton chemin, ma mamelle est française, je ne vends pas mon lait au fils d'un Allemand. » Quel âge croit-elle avoir ? Le monde des mères est inquiétant. Elles portent des enfants et puis elles portent le deuil. Et elles sont plus têtues que le chagrin. Il a toujours vu la grand-mère, Marthe et Jeanne habillées en noir.
Comment calcule-t-on les années de deuil quand on finit par connaître plus de morts que de vivants? Il se le demande parfois. Il se demande aussi, lui qui apprend un mot nouveau chaque jour, combien d'années il devrait vivre pour connaître tous ceux du dictionnaire, ou pour les avoir tous entendus, même sans les comprendre. Les mots sont répartis par spécialité. Les mariniers ne connaissent pas les mêmes que les forts des Halles. Mais comment fait-on avec ceux qui ne sont écrits nulle part? Ceux de l'argot, par exemple, ou ceux des Auvergnats et des Italiens qui se mélangent au français. Il y a des mots libres qui flottent dans l'air comme le virus de la grippe espagnole ou de la tuberculose, et qu'on attrape pareil en se fréquentant de trop près. Pour les préserver, l'instituteur leur apprend chaque jour l'hygiène et la morale, dans l'espoir qu'ils ramènent ces leçons chez eux, les diffusent à toute la famille, mais jamais il n'oserait dire à la grand-mère de se laver les mains avant de manger, ni à sa mère de ne pas devenir une femme sans honneur. Il préfère qu'elle reste, comme ses cheveux bouclés, libres et désordonnés, comme elle dit. Jusqu'à ce dimanche, où rue de Charonne, il parle avec Lulu, son copain chanteur de rue, et aperçoit sur le trottoir d'en face l'homme et sa mère. C'est lui, il le sait, au poignard qu'il reçoit dans le cœur. Cette sensation de danger, comme si on le précipitait dans l'eau du canal, comme s'il disparaissait sans secours. « Qu'est-ce que t'as vu ?» lui demande Lulu en se retournant. Augustin. Il n'a pas le temps d'en dire plus. Un gendarme arrive et Lulu, qui n'a pas le carnet des chanteurs ambulants, a filé à la vitesse de l'éclair. Le gendarme ne le rattrapera pas. Et lui a perdu Colette dans la foule. Tout cela n'a duré que quelques secondes, comme si les choses les plus importantes arrivaient en douce, au moment précis où l'on regarde ailleurs. Ouais, le temps d'un regard. Je t'ai vu dimanche, rue de Charonne avec le monsieur. Il le dit à sa mère, et elle rougit comme souvent, et puis elle rit, mais ne trouve pas quoi répondre. Pour la rassurer, il ajoute « Il avait un très joli chapeau, j'ai trouvé. » Alors elle le prend contre elle, et le voilà plongé dans son odeur de peau vivante, un peu salée, un peu sucrée, cette sueur douce. Il voudrait s'endormir contre elle, son cou, sa poitrine, son ventre, ce domaine qui est le sien. Il est maigrichon. À presque 8 ans, il a gardé la mesure idéale pour être dans ses bras sans dépasser. Et Colette est tellement bien ainsi, son fils tenu contre elle, son cœur qui cogne comme quand il était bébé. Elle le berce et chante « J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin ». Et il sent les vibrations de sa voix, la petite humidité qu'elle diffuse sur sa peau, comme lorsqu'on souffle une bougie. Quelque chose va s'éteindre. On dirait, aller voir, savourer cet instant-là, qui rappelle un Joseph nouveau-né et une Colette de 20 ans, que tous deux le savent, comme si de très loin en eux, quelque chose se chargeait de cette connaissance. Le temps se brouille, hier et demain déjà ne veulent plus rien dire, quelque chose les avertit. Cela va finir, cela est en train de finir. C'est comme si c'était fait. Alors je comprends, en le lisant, pourquoi je vous l'ai lu, ce passage précisément, parce que il y a à la fois le lien à sa maman, à sa grand-mère, qui commence à perdre la tête, ce Paris de l'après-guerre où on est pris entre l'envie de vivre enfin, de chanter, de danser, cette vie qui se passait dans les rues, beaucoup dans la rue, et puis ces blessures de la guerre, et puis en même temps, voilà, les femmes sont très absentes dans le livre, et cette absence est leur présence. La maman va disparaître des suites d'un avortement clandestin, et voilà, les vies basculent très vite. Et effectivement, les femmes sont très absentes, et en même temps, le personnage de la mère, bien que la mère décède au début du roman, il est présent tout le roman à travers justement les pensées de ce Joseph, et on comprend que c'est aussi ce qui lui donne la force, c'est de se souvenir de sa joie de vivre à elle, pour le coup. Oui, c'est très important, ce Joseph qui va rejoindre les enfants, les gosses de l'assistance publique, comme on disait. Sa chance, c'est qu'il s'inscrit dans une généalogie. C'est-à-dire qu'il n'est pas un enfant abandonné.
Il a un enfant qui n'a pas connu son père, qui est mort de la grippe espagnole après sa conception, mais il s'inscrit dans une généalogie parce qu'on lui a dit le métier de son père, qui était ouvrier à Saint-Ouen, chez Farco, sa grand-mère qui était bonne à tout faire et qui lui montre des photos, qui lui chante des chansons, sa mère qui lui raconte. Donc ça va être très important pour tout ce qu'il va vivre ensuite, c'est-à-dire être placé dans une famille à la campagne, puis être emprisonné à la prison de la Petite Roquette, puis être dans un bagne pour enfants en Touraine. Après, dans le livre, il vit bien d'autres choses puisqu'il sort de ce bagne. Mais c'est vrai que c'est une colonne vertébrale qui fait à la fois qu'il a une identité, donc une fierté, une dignité, même si on veut la lui retirer, et aussi effectivement qu'il imagine que sa mère doit encore être fière de lui et donc il va faire tout son possible pour la rendre fière. Et alors tout à l'heure, vous avez parlé d'une obsession pour les bagnes d'enfants. D'où elle est née cette obsession et comment est-ce que vous avez découvert leur existence ? Alors moi, c'est surtout par les écrits de Jean Genet, et notamment le Miracle de la Rose, parce que Jean Genet, en fait, est l'aîné de Joseph, mais on pourrait dire qu'à 2 ou 3 mois après, ils se sont croisés à Maîtré, dans cette colonie pénitentiaire agricole. Il y en avait 10 en France. Peut-être que vous connaissez le poème de Jacques Prévert, La chasse à l'enfant, bandit, voyou, voleur, chenapan. C'est la même époque, c'était celle de Belle-Île, qu'a connue Jacques Prévert. On pourrait en parler par répercussion. Et c'est vrai que c'est par les écrits de Jean Genet qui m'ont bouleversée que j'ai été amenée à fouiller cette institution de l'assistance publique. Et là, on découvre des choses, c'est un gouffre. Oui, parce que moi, j'ai découvert énormément de choses en lisant votre roman. Effectivement, j'ai l'impression que c'est une période et en tout cas quelque chose dans cette période-là qu'on connaît assez peu. Est-ce que vous avez fait un grand travail de documentation pour écrire votre roman ? Moi, je me suis documentée pendant des années et ce que j'aime bien, c'est ce qui est essentiel, c'est de se documenter aussi avant. Alors, il y a 2 choses essentielles pour moi, c'est comprendre la mentalité de l'époque, ne surtout pas faire comme on fait aujourd'hui des raccourcis avec notre mentalité, on juge la mentalité passée, ce qui est une erreur psychologique fondamentale. Donc, moi, j'essaye de comprendre la mentalité de l'époque. Par exemple, il y a quelque chose de très essentiel, c'est que même les humanistes, même les écrivains du 19e siècle comme Zola, les scientifiques, tout le monde pensait que l'hérédité primait. Ils étaient persuadés que mauvaise graine, ça veut dire vous avez eu un parent alcoolique ou défaillant selon les pensées rigoristes et patriarcales de l'époque, donc vous êtes taré, voilà, vraiment. Donc si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas bien comment ces enfants étaient orientés et traités. Et ensuite, c'est vrai que je me suis intéressée aussi à comment ça se passait aujourd'hui. Quel était l'héritage aujourd'hui pour les enfants de l'assistance publique, mais comment on en était venu là. Et en fait, au milieu du 19e siècle, il y a eu en France comme en Angleterre l'exode rural et l'industrialisation, donc des hordes d'enfants sont arrivés dans les villes. Les enfants travaillaient à 12 ans, donc c'était de la main-d'œuvre, mais ils sont arrivés et l'État, c'était dans les années 1830-1840, a dit on va réglementer ça. L'ordre social exige que on enferme les vagabonds, ceux qui traînent, etc., les voyous, les apaches, comme on les appelait. Et donc, ils ont dit, maintenant, ce ne sera plus les organismes de charité à la Saint-Vincent-de-Paul qui vont s'occuper des enfants des rues, des orphelins, etc. C'est l'État. Et au départ, c'était plutôt humaniste quand on dit, par exemple, on va séparer les adultes des enfants dans les prisons. On va faire des prisons pour les mineurs qui ne soient plus sous la coupe des adultes. Sauf que, par exemple, ça a donné la prison de la Petite Roquette où va aller Joseph, que Victor Hugo a visité et loué. C'est pour vous dire que voilà, la mentalité de l'époque, c'était on protège les enfants des adultes, mais la règle, c'était chaque enfant est tout seul, vous pouvez bien protéger des autres, mais il ne les verra jamais, jamais, jamais pendant des années. Il sera tout seul, même en cours de récréation, et il n'aura pas le droit de parler. Ça veut dire même de se parler à lui-même, ou de chanter, ou de monologuer, d'éternuer, de pleurer. Plus de voix, tout s'éteint parce qu'on pensait, la psychologie de l'enfant était loin d'être inventée, découverte plutôt, que le silence
les apaiserait, les ferait réfléchir à leurs fautes. Alors des fautes, il n'y en avait pas, sachant que les pères qui avaient l'autorité paternelle depuis Napoléon pouvaient sur une simple lettre, demander à ce qu'on enferme leurs enfants. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant effectivement de voir d'où ça vient, comment on en arrive là, pourquoi ça dégénère et où on est aujourd'hui. Oui, justement, vous parlez d'une intention louable, mais justement, selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces prisons, maisons de correction, ces bagnes aussi terribles? Alors, je vais parler de Maitret principalement, puisque c'est Maitret qui est dans le livre que j'ai visité, qui existe toujours, qui accueille toujours des enfants. J'ai fait une conférence dans la chapelle de Maitret il y a quelques semaines. Et rien n'a changé, au contraire, ils ont beaucoup d'argent de la région pour bien entretenir le lieu, qui est très beau. Alors voilà, pareil, au milieu du 19e siècle, en Touraine, il y a un avocat au barreau, un homme très riche, très humaniste, qui dit, voilà, c'est l'époque où on se dit, il n'y a que la campagne, il n'y a que la terre qui peut aider, parce que les villes, c'est vrai que bon, il y avait beaucoup de taudis, beaucoup de tuberculose, de syphilis, voilà. Et l'hygiène était vraiment inexistante. On se dit, il faut la campagne. Il n'y a que la campagne qui peut sauver les êtres. Donc, il dit, dans la campagne, je vais bâtir comme un village. C'est-à-dire que pour ces enfants, il n'y aura pas de grands réfectoires, il y aura des petites maisons qu'on appellera les enfants seront classés par tranche d'âge, on appellera ça des familles, ils auront un frère aîné qui les surveille. Et en fait, c'est comme un village. Il faut que ce soit très beau, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de portail à l'entrée, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de mur. Personne n'est jamais arrivé à s'évader. Il y avait une tentation d'évasion tous les jours du temps de Joseph, personne n'y est arrivé. Et au milieu, comme dans un village, il y a l'église avec son clocher. En haut du clocher, il y a quand même quelqu'un qui surveille. Et ce monsieur crée la première école d'éducateurs en France, qui s'appelait l'école des contremaîtres. Il dit, je veux des gens jeunes que je vais former pendant 6 mois et qui instruiront ces enfants. Je veux qu'ils ressortent tous en sachant lire, écrire, compter. Il le fait, mais pour ça, comme c'est privé, il fait appel à des actionnaires, des gens très riches, donc les actionnaires arrivent. Et puis, ce monsieur, au bout de 40 ans, meurt. Maitret était tellement loué dans le monde entier qu'ils ont dû bâtir un hôtel pour accueillir les visiteurs du monde entier qui venaient prendre référence sur ce qui se passait là. Il meurt et ensuite celui qui reprend, il a envie de se faire un tout petit peu plus d'argent quand même. Donc la première chose qu'il fait, il ferme les écoles des éducateurs. À partir de là, le système change tellement au fil des années que les actionnaires disent c'est quand même de moins en moins rentable. On peut penser aux EHPAD. Aujourd'hui, votre truc est quand même de moins en moins rentable. Donc, on arrête d'instruire les enfants. On va les faire travailler toute la journée pouvant durer 12-14 heures. Et Maitret devient quelque chose qui fait non seulement vivre Maitret, c'est-à-dire c'est un endroit où il y avait des fermes, plusieurs fermes, c'est très grand. C'est un endroit où il y a 10 ateliers. Jean Genet leur raconte comment ils étaient payés à la tâche. Enfin, payés. C'était mis sur un compte à la caisse d'épargne, puis on leur défalquait plein de trucs. Et il y a les sédentaires et il y a ceux qui travaillent dans les champs. Et puis ça fait vivre aussi le village, et la ville, le bourg, les environs. C'est-à-dire que s'il y a des inondations, on les appelle. S'il y a le feu, ils ont reçu une formation avec les pompiers, on les appelle. S'il faut refaire les routes, c'est eux qui les refont. Et petit à petit, alors voilà, c'est un peu plus rentable, mais l'administration judiciaire dit non, mais nous, ça ne nous va pas. On dit, OK, vous voulez plus mettre les enfants chez nous ? Il y a un réservoir tout trouvé, c'est l'assistance publique. Donc on prend les enfants de l'assistance publique parce que ces enfants-là, quand ils étaient envoyés en famille d'accueil, on disait à l'époque nourricière, les familles nourricières avaient le droit de les faire travailler gratuitement. Donc, ils ne s'en privaient pas trop. Elles étaient payées quand même, ces familles nourricières. Donc, ces enfants de l'assistance publique, c'est un réservoir pas seulement de main-d'œuvre, d'esclaves, mais aussi de soldats. C'est pour ça qu'on les formait militairement. Dans le livre, tout est fait, c'est-à-dire ce sont des enfants dont le corps appartient à l'institution. Ils marchent au pas, ils sont réveillés au son du clairon, même pour faire leur lit, c'est le sifflet, ils sont 2 par 2. Tout est discipliné. Sortir, marcher, se lever, se laver. Ils sont des sortes d'automates. Et avant la Première Guerre mondiale, on dit on va fermer ça parce qu'il y a des suicides, il y a des machins du non, puis ça pue un peu quand même. Bon. Et puis la guerre arrive, donc on n'y pense plus.
Et au contraire, après la Première Guerre mondiale, on dit voilà, le pays va mal et il y a plein de... En fait, on fait venir des gardes-chourmes, des gars traumatisés par la guerre de 14, des alcooliques. On leur dit vous allez garder ces enfants, on vous loge avec votre famille, vous avez un logement de fonction. Donc les gars y vont. Et là, ça devient... le bagne, ça veut dire que les enfants travaillent comme des esclaves, ça veut dire qu'il y a des systèmes de punition inhumains. Et voilà, c'est un glissement comme ça, et les actionnaires sont au taquet. Donc c'est un système très rentable. Et alors, comment est-ce que ça a pris fin, ces systèmes-là? Alors ça justement a pris fin parce qu'en 19... Alors déjà à Mettray, par exemple, il y avait eu quand même des enquêtes. C'était des lieux ouverts, hein. C'est-à-dire comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, oui, c'est toujours aussi ouvert. Mais il y avait... les enfants sont pris en photo. On fait des... Joseph, lui, va faire partie de la fanfare de Mettray, qui représente le village, toutes les fêtes religieuses, ou le 14 juillet. Il y a toutes les huiles du pays qui viennent, il y a l'évêque. Et Mettray, c'est un lieu qu'on montre, hein, dont on n'a pas honte, parce que c'est très beau, etc. Et puis, il y a quand même des petits scandales. Donc, les riches parents retirent leurs enfants de l'aile qui était réservée aux enfants des riches. Et là, il y a quand même des journalistes qui commencent à investiguer. Et puis, en 1934, donc contemporain de Jacques Prévert, avec qui il va travailler, il y a un journaliste qui s'appelle Alexis Danan, qui va là-bas et qui dit, voilà, moi, depuis que je suis allé à Mettray, je ne dors plus la nuit. Mais maintenant, c'est vous qui n'allez plus dormir. Et toutes les semaines, il écrit dans Paris Soir, qui est un journal qui se vend par milliers, chaque jour. Lui, il écrit toutes les semaines sous la forme d'une lettre au garde des Sceaux. Il lui dit ce qui se passe et il nomme les gens, les surveillants, et pour étayer ses propos, il demande aux anciens enfants de l'assistance publique de lui écrire. Alors moi, j'ai lu ce livre, après ça forme un livre, d'apporter leurs témoignages. Et puis, en fait, il va créer les premiers comités de vigilance et d'action pour l'enfance maltraitée. Ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le 119 pour pouvoir, si on est témoin ou victime, pour pouvoir téléphoner. C'est gratuit, c'est 24 heures sur 24 et c'est anonyme. À l'époque, il y avait ces comités de vigilance et d'action où il dit, voilà, il faut en référer à la justice parce qu'on n'a pas le droit de faire ça aux enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que le livre parle de 34, 35 et 36, l'avènement du Front populaire. C'est que la cause des enfants, sûrement parce qu'ils travaillaient dans les usines, la cause des enfants est vraiment une revendication dans les grèves, dans les manifestations. On voit des grandes banderoles, halte à la maltraitance des enfants, etc. Donc ce qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui dans les programmes des hommes politiques. L'enfant est au cœur des revendications. Et ce qui fait que Alexis Danan va travailler avec Jacques Prévert. Ils vont continuer comme ça toutes les semaines. Et quand le gouvernement Blum arrive au pouvoir, il remet son dossier au garde des Sceaux qui ferme administrativement Mettray. Et alors tout à l'heure, vous parliez justement de la façon dont ils étaient traités comme des soldats. Est-ce que votre roman, c'est aussi une manière de dire... Quand on nie l'identité complètement d'une personne pendant des années et des années, c'est quand même possible de se reconstruire. Parce que quand on lit certains témoignages, moi je me souviens d'une ancienne déportée qui avait dit « Un regard peut vous sauver ». Je me suis dit « Waouh, c'est vrai ». Et un regard qui vous dit « Non, 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 je te reconnais, tu es un être humain, je suis ton frère ». Ce regard-là peut vous sauver. Et ça m'a vraiment marqué. Et du coup, c'est vrai que Joseph va être sauvé par deux choses. La musique. Alors, ce n'est pas un génie ignoré, c'est pas quelqu'un... Ça ne m'intéresse pas, c'est un être ordinaire. Et même, il ne va pas forcément très bien jouer. La fanfare de Mettray, ils avaient des pauvres instruments, ils toussaient beaucoup, ils étaient assez malades, ils avaient faim, ils avaient soif. Ils faisaient ça en plus des heures de travail. Donc, c'est une fanfare, c'est pas des génies. Hein. Et d'ailleurs, quand il est en liberté conditionnelle et qu'il va être cornettiste à Paris pendant des années,
il va rétrograder de deuxième cornet, il va passer troisième, enfin voilà, il ne va pas révolutionner la musique, mais la musique le révolutionne. C'est-à-dire que le cornet, c'est un instrument où c'est comme une deuxième voix, c'est votre souffle, ça part du fond de vous-même et il faut vraiment donner la note, l'attaquer, la tenir, et c'est très difficile. Et il y a la deuxième chose qui va le sauver, c'est l'amour d'un être à Maitret. C'est cet être qui s'appelle Aimé, qui est un peu plus âgé que lui, qui le remarque depuis le début, depuis l'hospice des enfants assistés rue d'Enfer, ça ne s'invente pas, hein, ça existe, ça vient à peine de fermer à Paris. Là, et puis à la prison de la Petite Roquette, et puis à Maitret. Et cet être-là, moi je sais, et vous le savez tous, qu'on a besoin, et on l'a encore plus ressenti durant la pandémie, on a besoin du corps, c'est-à-dire on a besoin d'une main qui tient la nôtre, on a besoin, je ne sais pas, si on est malade, d'être lavé, d'être massé, d'être embrassé. Et c'est vrai que Joseph, il dit à un moment, Aimé a fait de Maitret un endroit où vivre. Mais c'est un amour qui va perdurer hors de Maitret, qui va être l'obsession, la raison de vivre de Joseph, sortir Aimé de là-bas. Et je ne vais pas tout vous raconter. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux choses qui le sauvent, c'est cette sublimation par la musique où... voilà, c'est quand la fanfare défile, eh ben, ils sont fiers, ils sont quelqu'un. Et puis, cet amour, cette reconnaissance par l'autre. Et oui, et justement, est-ce que vous avez choisi parce que vous auriez pu choisir un autre art que la musique. Est-ce que vous avez choisi la musique un peu par hasard, ou est-ce qu'il y avait une raison? Parce que c'est vrai que ce personnage-là, il n'a pas forcément baigné là-dedans. Ça arrive assez tardivement dans sa vie, la musique, et pas de manière hasardeuse, mais... On ne peut pas dire lui, il est né en 1919, donc on ne peut pas dire que la musique arrive tardivement, parce que la musique, elle est partout. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, la musique, elle n'est pas pour s'isoler dans les écouteurs, elle est pour le partager. Donc la musique, elle est partout dans les rues. Et il y a les chanteurs de rue, on donne les petits formats, les partitions pour que tout le monde chante. On le voit quand il y a des biopics sur Edith Piaf ou quoi. Et elle est aussi dans les cours, on la partage, la musique. Et puis elle est dans les brasseries, dans les music halls, dans les restaurants, dans les cinémas, dans les thés dansants, dans les guinguettes. Elle est partout. Mais ce qui est nouveau pour lui, c'est ses fanfares. Dans sa famille nourricière dans la Somme, il va découvrir la fanfare. Et moi, en fait, l'origine du livre, c'est donc Jean Genet qui m'amène là. Et ça a été très long pour me défaire de lui. D'abord, je pensais qu'il était dans le livre. Ensuite, non, je me dis, il n'y est plus. Bon, il va y être quand même. Il va rencontrer un tout petit peu Joseph. Non, il ne va plus le rencontrer. Mais alors, qui est Joseph? Qui est Joseph? Qui est Joseph? Et puis un jour, en lisant, en feuilletant un livre de photos d'archives sur Maitret, je suis tombée, il y avait des centaines et des centaines de photos. Il y avait un portrait d'un jeune colon, puisqu'on dit ça pour ceux qui sont dans la colonie, qui tenait contre lui un cornet à piston, qui avait un regard inimaginable. Et la légende disait, depuis qu'il fait partie de la fanfare de Maitret, ce jeune colon a tellement peur d'être envoyé de la fanfare qu'il s'est assagi. Moi, je me suis dit, mais assagi s'agit vraiment. Mais cette photo était... elle disait tout et j'ai dit, ah voilà Joseph. Donc je suis partie à Lille faire un petit stage à la fanfare militaire de Lille. Et oui, avec les militaires, j'ai essayé d'apprendre le cornet à piston. C'est très difficile. Et récemment, j'ai donné avec mon professeur de cornet à piston, le militaire, aux Trois Baudets, un concert autour de Joseph. Et il m'a... Merci. Et il m'a expliqué quand je parlais mal, parce qu'à un moment, je lis un passage où je dis 1, 2, 1, 2. Ah, on dit jamais comme ça à l'armée, c'est toujours 1, 2. 1, 2. Je dis oui, bien sûr, je vais faire comme ça. Je vais faire... Rien que ça, on se dit, waouh, tout est là-dedans, en fait. Et c'était assez exceptionnel. Et c'est ça qui est beau dans le métier d'auteur. C'est qu'on va vers des mondes et on les découvre et les gens sont très accueillants.
Alors du coup, ça m'amène à une question beaucoup plus générale en fait, parce que là, vous parlez de ces expériences qui sont quand même un investissement énorme, effectivement, aussi pour votre livre, autour de votre livre. Est-ce qu'une fois que le livre est écrit, une fois qu'il est sorti, qu'il vit sa propre vie, une fois que les tournées de promotion autour de ce livre-là sont terminées, comment est-ce qu'ils vivent dans votre esprit vos anciens livres, entre guillemets ? Alors, quand un livre est fini, il est pas tellement fini, parce que quand il est fini, alors moi j'ai pas mal pleuré, parce que je trouvais que la dernière scène était assez émouvante. Et c'est vrai qu'on y est, quoi. Hein. Il n'y a pas de distance, on y est complètement. Ça vient après des marches dans le bois. Moi, j'habite à côté d'un bois. Ça vient après de la musique. On se met des sortes de transes comme ça pour être avec les personnages. Et on voit le truc. Et voilà. Donc on pleure, on va se doucher, on va marcher. On pleure, on va se doucher, on va marcher. On n'est pas très visible pour les autres. Et puis après, on le donne à l'éditrice. Et là, on corrige, et puis après, c'est les correctrices. Et puis après, il faut chercher comment le présenter. Puis la 4e de couve. Et puis comment... Donc, en fait, on reste très longtemps encore après le livre, avant que ce soit l'objet livre. Et en fait, hier, je l'ai écouté donc en lecture. Et je me suis dit, c'est pas mal écrit. Hein. Voilà. Autant il y a des fois, parce qu'on ne les relit pas, nos livres, mais autant il y a des fois, quand je les entends, je dis ouais. Et je dis, oh, c'est pas mal. Et justement, j'ai eu un peu de chagrin parce que je me disais, mais alors je sais celui que je veux faire, le prochain, mais je me dis, mais est-ce que je vais retrouver cet état-là ? Est-ce que je vais retrouver cette force qu'il nous faut pour écrire ? Est-ce que je vais avoir... Parce que je pense que Joseph, d'une façon ou d'une autre, il y a une grâce qui m'a été donnée. Comment est-ce que ça peut revenir ? Et ce sont des doutes qui reviennent à chaque roman. Ah ben après Bakita, c'était... c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau. Hein. Mais après Bakita... Ah oui... Mais après Bakita, à la limite, c'était presque plus simple parce que je savais que je ne pouvais que descendre. Je savais que je ne pouvais que perdre des lecteurs parce que Bakita, c'est un tel personnage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas trouver plus. Et puis moi, c'était la première fois que j'écrivais sur quelqu'un qui avait existé. Donc c'était pas, au départ, c'est pas, je suis pas dans ce sillon-là. Bon, Bakita, je crois qu'elle m'a kidnappée comme elle a fasciné les lecteurs. C'est un personnage, voilà, on la rencontre. Elle vous tombe dessus, quoi. Donc après, faut apaiser les trucs parce que je pense qu'il n'y a personne au-dessus. Oui, et puis vous aviez beaucoup... Enfin, j'ai l'impression, j'ai pas lu tous vos romans, mais vous aviez l'habitude aussi d'écrire, c'est vrai, sur une sphère souvent intime, familiale, des situations qui peuvent parler à beaucoup de gens. Avec Bakita, on est tout de suite sur un destin extraordinaire, en fait. Donc, j'imagine que l'approche est complètement différente aussi. Bah oui, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai écrit les 50 premières pages. Je suis allée voir mon éditeur. Je lui ai dit, ça vous plaît pas, je m'en fiche. Je vais ailleurs, je m'en fiche. Et j'ai fait un emprunt à la banque, pour tout vous dire, que je finis de rembourser ce mois-ci, parce que je me suis dit, rien d'autre n'existe. Il me faut des années. Je prendrai des années, je m'en fiche. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir si le livre va marcher ou non. Vous ne pouvez pas savoir si la vie d'une esclave au Darfour, écrit par moi, ouais, voilà, elle est née au 19e siècle au Darfour, c'est quoi ce truc-là ? Mais je m'en fichais, mais à un point, et je peux pas. Et c'est ça. Et après, on se dit, mais est-ce que je peux retrouver cet état-là ? On est emmené par le sujet du roman. Joseph, il m'a fait ça. Vraiment, parce que c'était lui, mais c'était les autres enfants, c'était tous ces petits gamins. Et quand j'ai visité mes traits, mais je ne peux pas vous dire, j'ai visité les cachots, il y a encore les clés sur les cachots. J'ai visité le cimetière, j'ai visité les anciens ateliers. Et quand j'ai donné ma conférence dans la chapelle, mais parce qu'il y a beaucoup de passages qui se passent dans la chapelle, je les sentais, moi, ces gamins. Et puis, il y a tellement de gens qui sont venus me parler, des adultes, parce que Maîtresse est encore ouvert. Hein. C'est plus les mêmes méthodes, il n'y a pas de cachot. Mais vous savez, la violence qu'il y a eu vis-à-vis de ces enfants-là depuis des siècles, moi, je sais qu'elle perdure aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est toujours les enfants, pas seulement les enfants des autres, mais c'est les enfants de personne. Et on se dit, oui, c'est violent. Ah oui, dans les foyers, c'est violent. Ah, un SDF sur 4 est un enfant de l'ASE, oui. Ah. Mais c'est révoltant, en fait.
c'est révoltant. Alors moi, j'ai rencontré, il n'y est plus maintenant, parce qu'il n'y a même pas de ministère à l'enfance. Il n'y a même pas un ministère. Il y a un secrétariat d'État. Donc j'ai déjeuné avec Adrien Taquet, qui avait fait des choses très bien pour les enfants de l'ASE, des mesures très concrètes qui sont passées en janvier, des lois qui sont passées en janvier dernier. Mais vous vous rendez compte que ces enfants-là, on disait jusqu'à il y a quelques mois, à 18 ans, vous êtes majeurs, au revoir. Alors que nous, nos enfants, à 18 ans, ils ont été choyés, ils ont été orientés, ils sont logés, ils sont nourris, et ils changent de voie, et ils savent pas, et voilà. Mais quand on... Et je me dis, mais alors, bah oui, tu dors dans le bois de Vincennes sous la tente, c'est pas très étonnant, vous voyez. Et donc, c'est comme si on baissait les bras, et j'ai beaucoup de témoignages aussi, beaucoup de témoignages de gens qui me disent ou qui m'écrivent que dans leur famille, il y a eu, dans la généalogie, ou eux-mêmes, ou leur père, leur mère, des parents qui venaient, alors selon l'époque, enfin, de l'assistance publique, de la DAS, de l'ASE, mais que c'était souvent tu. Et c'est des secrets qui rongent des généalogies entières. Et j'ai eu la chance cette année de chroniquer chaque semaine dans La Croix. Et du coup, j'ai écrit un papier qui s'appelle « Parlez à vos enfants ». Parce que je me dis, mais il ne faut pas avoir honte, quoi. Même si on a inculqué la honte à ses enfants, il faudrait arriver à ôter cette honte en disant que c'est pas vrai, on n'est pas comme des vainqueurs, on fait ce qu'on peut tous, on est différents, on est défaillants, on est comme on est, et puis voilà, mais faut le dire, faut pas cacher, mais c'est plus facile à dire comme ça, à écrire qu'à faire, mais je me rends compte vraiment des ravages de ces secrets et du poids de la honte. Et du fait aussi que vous en parliez tout à l'heure, qu'on a pendant des années et des années considéré que l'enfant n'avait rien d'intéressant à dire. Ça participe aussi peut-être de tout ça. L'enfant, il travaille à partir de l'âge de 12 ans, ça veut dire, et puis il va à l'armée. L'enfant, il n'y a pas de psychologie de l'enfant, il y a pas de, ça vient tard. Mais ce qu'il y a, c'est la politique nataliste, par contre. C'est-à-dire qu'en 1920, après la Première Guerre mondiale, où il y a eu tellement de pertes, il y a une nouvelle législation, c'est-à-dire qui ne réprime plus seulement, parce que c'était déjà réprimé, l'avortement ou la contraception, mais qui réprime toute propagande anticonceptionnelle ou propagande, renseignement sur l'avortement. C'est-à-dire si vous donnez une adresse, vous êtes emprisonné. Si vous donnez le nom d'une herbe ou d'une recette, si vous essayez d'aider votre ami, votre fille, votre femme, votre mère, ben vous êtes emprisonné. Et c'est vrai que... On le voit dans le film de Bertrand Tavernier, une affaire de femme. Et c'est vrai, les filles, elles étaient guillotinées quand même. Elles étaient mises à mort. Et c'est vrai qu'il y a comme ça, à la fois l'enfant, on va s'en occuper, mais en même temps, il y a une politique nataliste très forte, c'est-à-dire qu'à l'époque de Joseph et de Jean Genet, donc on ne voulait pas que les femmes avortent parce qu'il fallait qu'il y ait d'autres soldats, donc il y avait une maternité rue d'Assas, où comme les Magdalene Sisters, comme tout ce système-là, on dit, vous gardez le bébé parce que vous nous le donnez, c'est pas grave, on va le prendre. Et on les prenait effectivement, donc tout était fait pour que les filles les gardent, elles l'abandonnent, et puis après, si elles voulaient le récupérer, vu qu'en général, c'était pas toutes, mais la majorité de classes sociales pas aisées, bon courage, elles ne pouvaient pas les reprendre. Hein. Et c'est ce paradoxe-là, en fait, c'est-à-dire que les femmes n'intéressent que dans la mesure où elles peuvent servir la natalité. Alors, j'ai une dernière question avant de passer la parole au public. Dans votre roman, il y a un ton assez particulier, je trouve, et en plus, c'est un ton qui... Alors, c'est pas écrit à la première personne, mais on a quand même l'impression dans la tête de Joseph. Et c'est un ton qui, je trouve, évolue au fil du roman, en fait, au fur et à mesure qu'il grandit. Comment est-ce que vous lui avez trouvé cette voix à votre Joseph ? Moi, j'écris plusieurs romans avant celui-là, hein, comme pour Bakita, que j'ai recommencé 4 fois. Celui-là, je l'ai recommencé plusieurs fois, parce que justement, en fait, quand on a un sujet, le sujet, on l'a, il nous tient à cœur, voilà. Mais après, c'est comment le dire ? Comment je le dis ? Qui va parler ?
Et après m'être pas mal fourvoyée, le roman est venu au présent, comme pour Bakita, parce que d'abord le présent c'est le temps de l'enfance. Les enfants n'anticipent pas, Joseph n'a pas d'angoisse de ce qui va lui arriver après, il connaît pas ce système, c'est pas que ça existe. Donc il n'anticipe pas les angoisses, il découvre au jour le jour, il s'adapte, comme le font tous les humains, mais d'autant plus les enfants, ils s'adaptent. Alors il a des avis très tranchés, hein, il a des refus, il a des révoltes, il a des clichés, mais il s'adapte. Et puis, donc le présent est important. Et je ne voulais pas dire au lecteur, attention, comme on met une musique dans un film, quand ça va être tragique, attention, je vous signale que là, ça ne va pas être rigolo. Je voulais qu'on avance comme lui. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire ce que vous devez en penser. Mais en même temps, je ne supporte pas les livres où on parle enfant. C'est insupportable. Et ce qui me permet, moi, une petite marge, c'est-à-dire que c'est moi le narrateur, c'est un narrateur extérieur, et je l'accompagne, et effectivement, j'accompagne sa pensée. C'est-à-dire quand il a 18 ans et qu'il est avec les manifestants du Front populaire, même si lui se rend compte qu'il est plus trop au fait de ce qui se passe dans le monde, c'est ces réflexions d'adultes, enfin de jeunes adultes. Ils étaient quand même adultes tôt à l'époque. Et voilà, donc les images vont être différentes, les sensations, c'est un livre sur les sensations beaucoup. Les sensations vont être différentes, mais c'est quand même moi qui raconte à travers lui qui est de toutes les pages. Mais c'est vrai que c'était un équilibre, je pense, qui n'était pas forcément évident à trouver, et bravo pour ça, parce qu'effectivement, voilà, tout ce que vous décrivez est parfaitement retranscrit dans le roman. Alors, en fait, j'ai quand même une dernière question avant. Est-ce que vous avez commencé à écrire votre prochain roman ? Et si oui, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu de quoi ça parle, ou est-ce que vous êtes un peu superstitieuse et que vous préférez... C'est pas que je suis superstitieuse, c'est que, vous voyez, rien que d'en avoir parlé à l'éditrice qui m'a dit oh, c'est super, ah ben voilà. Maintenant, tu ne peux que être déçue. Donc ça met trop de pression. Voilà, parce qu'on se dit je vais pas être à la hauteur. Écrire, non, parce que écrire, ça prend tout le temps. Et là, moi, je suis avec Joseph et je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai dit, comme il y a eu des choses dans ma vie, puis il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu des tas de choses, la pandémie, qui ont fait que la promotion n'était pas comme habituellement. Donc, je dis, moi, je vais continuer à la rentrée en septembre, en octobre. Je vais continuer à aller en parler. Mais du coup, moi, j'aime bien ce temps. J'ai mon sujet, mais je suis dans la documentation. D'accord. Donc, c'est très agréable parce que vous ne pouvez pas vous tromper, vous vous documentez, c'est tout. Et vous entrez comme ça dans un univers. Alors, j'ai plein de petits carnets, de cahiers, parce que la documentation, c'est pas un savoir qu'on acquiert, parce qu'on n'apprend pas comme on apprendrait un cours. C'est ah là, ça me parle. Ah ça, c'est important. Oh ça suggère une image. Ah ouais, ça je vais le dire. Et c'est une sorte de, c'est un état très agréable parce que vous êtes libre et puis vous sentez que ça frémit, ça vient et puis vous apprenez des choses et c'est très agréable. Alors, on attendra du coup la sortie du roman pour en savoir plus. C'est bien aussi, hein, ce sera une surprise. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions dans le public ? Alors attendez, je vous donne le micro parce que c'est enregistré. C'est tout à fait d'actualité ce livre, parce qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, la loi anti-avortement, il va y avoir des femmes qui vont mourir et des enfants qui vont se retrouver sans maman. Et moi, j'ai vécu une époque où quand on allait, les filles, quand elles allaient se faire à l'hôpital, parce qu'elles arrivaient saignant et tout ça, et on leur faisait des curetages sans les endormir pour leur apprendre. Vous vous rendez compte ? Oui, mais je pense qu'on doit être tous très vigilants parce que ça se fait par paliers. Déjà, je lisais ce matin dans Le Monde un papier intéressant qui disait, bon, regardons-nous aussi en France, où est-ce qu'on peut avorter dans des bonnes conditions, vu l'hôpital public, vu les délais, le manque de personnel. Comment ça se passe aussi ici ? On a laissé ça aussi dégénérer en France. On a arrêté de former des gynécologues. Il y a des choses qui dérivent aussi chez nous, un manque de vigilance et... Pardon ? Et de budget. Oui, mais parce que c'est toujours... Voilà, c'est ça. Et c'est comme pour les bagnes pour enfants, à partir du moment où on retire le budget,
ça périclite. Et donc le budget des hôpitaux publics qui est rogné, moins de personnel, moins de moyens, Et donc c'est vrai que... il y a en Pologne aussi, où il y a des cas dramatiques, et puis il y a les toubibs qui n'osent plus intervenir de peur d'être accusés eux-mêmes. Et j'entendais à la radio une femme qui disait « Mais moi, je vais avoir peur que ma fille ou moi soyons enceintes, même si on le désire, parce que si ça se passe mal, je peux risquer ma vie, je peux avoir un enfant, même s'il n'est pas viable, on doit le garder. C'est plus possible. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comme on fait peur, en fait. Les femmes font très peur. La puissance des femmes fait très peur parce que c'est une façon de les ramener à un rôle qui est uniquement celui de la mère. Mais il y avait dans ce papier du Monde un parallèle assez intéressant. C'était une philosophe qui écrivait ça. Elle disait en 70, il y a eu cette grande libération avec la loi Veil et tout ce qu'on connaît. Mais en même temps, ça envoyait aussi un message aux hommes. On est dispo, on est là pour vous. Et après, c'est non, nous on est les mères, nous on est les prostituées. C'est toujours très bien clivé, et pas tous les hommes, loin de là, mais certains hommes qui ont le pouvoir aiment bien nous ramener dans nos champs respectifs. Surtout en politique, ils sont très machos. Oui, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Non. Vous aviez dit que vous parleriez un peu du rôle de Prévert. Oui, parce qu'en fait, Jacques Prévert avait un oncle, Ernest, qui était passé par les bagnes pour enfants. Donc il était très alerté, sensibilisé à la chose. Et en 1934, il est sur l'île de Belle-Île. Il est scénariste. Et comme ça se passe souvent, c'est l'été, et le réalisateur lui dit « Viens travailler chez moi au scénario ». Ok, alors il va à Belle-Île, ils sont dans le jardin, c'est le soir, il fait bon, et il travaille au scénario. Et tout d'un coup, ils entendent des déflagrations, des hurlements, des chiens qui aboient, des sirènes de police, des sifflets, des cavalcades. Enfin, l'île explose. Et ils se demandent ce que c'est. Et en fait, à Belle-Île, c'était vraiment très, 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 très dur, le régime de ce bagne. C'était l'équivalent de Maitret, mais eux, il y a toujours d'ailleurs, il y avait une grande forteresse, un grand mur. Ils ne voyaient pas dehors, ils ne voyaient même pas la mer. On les programmait pour être marins. Donc, ils avaient une éducation. Et en fait, ce soir-là, au réfectoire, il y a un petit tout qui a mangé son pain avant son fromage et qui donc s'est fait tabasser par le garde. Et là, il y a eu, je ne sais plus, je crois que c'est 25 enfants. Il y a eu une mutinerie de 25 enfants qui sont arrivés à faire le mur et qui sont échappés dans l'île. Et comme ça se passait à Maitret, il y avait ce qu'on appelait la chasse à l'enfant. C'est-à-dire que si on rapportait l'enfant, on avait la prime. Et Jacques Prévert était tellement... Parce qu'il n'y a pas que les habitants qui ont aidé à chasser les enfants, les touristes aussi. Tout le monde s'y est mis. Et ils ont été récupérés. À Maitret, c'est pour ça que je vous disais qu'aucun enfant n'est arrivé à s'évader. C'est que d'abord, les petits tous, ils ont un uniforme, ils ont le crâne rasé, ils ont des sabots, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pièces d'identité. Ils n'allaient jamais bien loin. Il y a des histoires, des témoignages incroyables, même ils prennent un train, par exemple. Le contrôleur, il va le dénoncer. Il y avait des femmes qui faisaient, par exemple, elles étendaient leur linge à Maitret, dans les alentours, et elles faisaient passer un fil électrique dans les manches, et ça arrivait jusqu'à leur cuisine, petite sonnette, parce que les gars, ils se disaient, je vais m'habiller avec ce qu'il y a sur l'op, comme ça, j'aurai pas l'uniforme. Ding, ding. Et voilà, on récupérait l'enfant. Et donc, Jacques Prévert, ensuite, a écrit ce poème, La chasse à l'enfant, dont il a été témoin. Et ensuite, il a donc travaillé avec ce journaliste. Voilà. Une dernière question. À vous écouter si bien nous raconter et nous parler, je voulais vous demander si vous écrivez pour raconter des histoires, vous écrivez pour faire passer des messages, pour vous vider de quelque chose qui vous remplit. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour raconter des histoires, parce que je pense qu'on a besoin d'histoires.
depuis toujours, et qu'on en aura heureusement toujours besoin, parce que c'est notre seule façon de pouvoir interpréter le monde, de lui trouver peut-être un sens, une signification, une direction, et on le remarque tout le temps, on en a toujours besoin, on en aura toujours besoin. Et si je voulais porter un témoignage, je ne serais pas romancière, je serais essayiste, sociologue, historienne, mais je crois que les histoires personnelles parlent plus que les chiffres, qu'on retient une histoire, un prénom, et qu'on ne retient pas les chiffres, qu'on ne s'attache pas à des chiffres, même si certains chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ils ne nous racontent rien. Ils parlent, c'est tout. Ils font une sorte de bilan, mais ils ne nous racontent rien. On l'éprouve tous quand on se dit « Oh non, cet article sur le viol des enfants en Ukraine, je ne vais pas le lire. » Pourquoi ? Parce qu'on peut lire le chiffre, on le sait, c'est une réalité, mais l'individualité va nous concerner tout de suite. Et moi, j'écris vraiment pour raconter des histoires. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Merci, je pense qu'on peut s'arrêter sur ces très belles paroles. Merci beaucoup. Il s'agissait de Véronique Olmy à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 juin 2022, dans le cadre de la 18e édition du Marathon des mots. Son livre, Le Gosse, est publié aux éditions Albin Michel. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.